Dis Pépé, c'est quoi toutes ces photos que tu as là? Ces machins bizarres? Ça, ce sont les machines et les ateliers qui servaient à fabriquer des bateaux. Des bateaux? Mais où ça? À la Seine. Attends, les gens qui ont travaillé là-bas, ils ont écrit une brochure, là. Ils vont tout expliquer. Écoute. Cette brochure des engins et des hommes suit un fil rouge qui mène du projet à la livraison du navire. Plusieurs étapes pour cela. L'acheminement des matériaux, le stockage et l'usinage, la préfabrication des blocs et le montage des coques, le lancement, suivi de l'armement du navire, les essais en mer et la livraison enfin. Mais avant de commencer, au tout début, comment ça se passe? Qui décide? L'armateur, que ce soit un État ou une société privée, définit le type de construction qu'il veut réaliser, paquebot, cargo, gazier, navire de guerre, etc., etc. et fixe un cahier des charges, auquel le chantier naval répond au travers d'une étude préalable, tenant compte des exigences du client potentiel. Le projet est ensuite finalisé par les bureaux d'études, les services de fabrication et d'armement. Au chantier naval de la Seine-sur-Mer, ces bureaux et services étaient situés dans un grand bâtiment longeant la place de la Lune, aujourd'hui place Benoît Frachot. Dans la rotonde, siège de la direction, est alors signé le contrat de construction entre le chantier et l'armateur. Le service approvisionnement peut alors réserver les matériaux nécessaires à la construction et la fabrication proprement dite va pouvoir démarrer. Et cet engin, c'est quoi? Un pont qui se lève? À quoi il servait? Au XIXe siècle, les bateaux sont de plus en plus gros et on les construit en acier. Les matériaux proviennent alors des aciéries du Creusot et de Lorraine. Le chemin de fer va remplacer les lourds fardiers, des remorques basses tirées par des chevaux, des percherons plus précisément. Imaginez le trafic à travers l'agglomération séinoise. Grâce à l'invention de la machine à vapeur et la révolution industrielle, le train va arriver à la Seine en 1859. Une voie ferrée est construite de la gare jusqu'au niveau du monument aux morts actuel. Un grand pont d'acier va lui permettre d'enjamber l'entrée du port et continuer son chemin à travers le chantier naval. Ce pont, encore debout, à l'entrée du port de la Seine, va devenir le symbole de la ville et le témoin d'un passé glorieux et prospère. Ah, d'accord. Donc, quand les matériaux sont arrivés sur le chantier, il faut les préparer, c'est bien ça? Les tôles et les profilés sont déchargés des wagons. Les livraisons par camion commenceront dans les années 70. Les matériaux sont déchargés au parc offert à l'aide d'un portique équipé de plots magnétiques pouvant supporter une charge de 20 tonnes. Deux grilles sur rail lui portent main forte. Suivant un programme préétabli, les tôles et les profilés sont ensuite dirigés soit au grenaillage, soit vers l'entrée de l'atelier usinage à l'aide de chemins de roulement à commande mécanique. Pour stocker la plupart des matériaux, ensuite transiter vers l'atelier usinage pour être oxycoupés, préformés, numérotés. Tout cela suivant des plans préalablement réalisés au 10e par le bureau d'études. Les manutentions à l'intérieur des ateliers s'effectuent à l'aide de chemins de roulement et de ponts roulants de faible tonnage. Ces premiers éléments de construction vont être dirigés aux abords des ateliers de préfabrication à l'aide de chariots élévateurs, de tracteurs, les transportant sur des chariots plats, déchevalés, etc., etc. Penchés en permanence vers le bas, les pontonniers étaient aux manettes dans une cabine située dans la partie supérieure du pont roulant. Coincés toute la journée dans ce perchoir, ils n'étaient autorisés à le quitter qu'en rarement, généralement pour satisfaire un besoin naturel. Donc si j'ai bien compris, il faut déplacer les matériaux usinés assemblés, et c'est de plus en plus lourd, non? Le poids des blocs réalisés dans ces derniers ateliers de préfabrication atteint des dizaines de tonnes. Il faut alors les déplacer sur des aires de stockage, situées de part et d'autre des cales de montage, des coques ou le bassin de construction. Ces manutentions pouvaient se faire de jour
à l'aide d'imposantes grues sur rail ou de 2 remorques automotrices sur pneus, la Murphy et la Nicolas, pouvant supporter des charges allant jusqu'à 150 tonnes. Par contre, afin de prendre place sur les lieux de montage situés à plusieurs mètres du sol, ces blocs imposants ne pouvaient que, pour des raisons évidentes de sécurité, être dépassés que de nuit, l'activité au sol étant trop intense de jour. Je me souviens tous cette marée humaine en gris de travail. On dit beaucoup les bleus, mais au chantier c'était des blancs sales, des gris. Cette marée humaine qui est passée sous nos fenêtres, puisque nous on était carrément le bureau collé à la direction, à l'époque c'était Loga et Roche. Et quand j'ai vu ce débrayage massif, tous les hommes passaient en silence, un silence de mort, et je ne savais pas pourquoi, j'ai le frisson. Et je suis allée ouvrir la fenêtre, et bien sûr j'ai vu tous les camarades sous les fenêtres, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un m'a dit, il y a un homme qui vient de mourir écrasé par une tôle. Je me suis assise en pleurs, et je suis restée crispée à mon bureau. Je n'avais pas le droit de partir, et dans mon bureau, personne n'est parti. Pour marquer la solidarité, et pour marquer à quel point il est ignoble de quitter sa famille le matin et de partir à son travail pour ramener la pitance de sa famille, et de mourir. Et le soir, les enfants et la femme attendent le retour du mari, il a été écrasé par une tôle. Ça a été un fait très marquant pour moi. D'autant plus marquant que j'ai été frustrée de ne pas pouvoir m'associer à ça. Mon père était titanier, donc il y a eu des gros accidents de titan, il y a eu des morts, et je savais qu'il risquait sa vie, comme beaucoup, la majorité des travailleurs des chantiers risquaient leur vie en allant travailler, et ça a été quelque chose de très fort pour moi. C'était dans les années 74-76, puisque c'est la seule fois où j'ai pas pu partir en grève. Quand est-ce qu'on commence à voir la forme du navire? Préfabrication en atelier, on arrive au montage de la coque. Ça se passe comment et où? Sur des cales ou dans une forme, c'est ça? Et là, il doit falloir des engins super puissants, non? Les grues entourant les cales et la forme pourraient soulever des charges de 80 tonnes. On les appelait titans, pour le travail vraiment titanesque. Mise en couple ou reliée par un palonnier, elles permettaient de soulever des poids encore plus importants. L'activité de ces grues était pratiquement ininterrompue, de jour comme de nuit. Chaque corps de métier pouvait en disposer selon des plages horaires programmées à l'avance. Cela n'empêchant pas des passes d'armes mémorables au pied de ces grues entre utilisateurs se disputant leur utilisation. Ah mais alors, on lance le bateau quand il n'est pas encore fini. Et on l'emmène, où ça? Au quai d'armement? Même si c'est pas un bateau de guerre? Attention, le terme armé veut dire équiper un navire pour le mettre en état de prendre la mer. Cette phase de la construction nécessitait des engins de levage d'un autre type, comme sous le nom de grue rucher, d'une structure plus légère, mais avec une longueur de fût et de flèche beaucoup plus importante, permettant ainsi de passer par-dessus le pont supérieur et les superstructures des navires, sachant que les constructions en cours d'armement étaient parfois accouplées à quai. Voilà. L'armement terminé, le navire est prêt reste alors la phase des essais en mer et la livraison définitive à l'armateur, une opération très importante, mais qui nécessitait pas d'engin particulier, sauf pour l'embarquement du matériel et le ravitaillement nécessaire à l'équipage. Ces engins, on dirait des personnages de légende, l'Atlas, le Laborieux. L'Atlas, c'est la force en quille, et le Laborieux, l'infatigable travailleur.
L'Atlas est un ponton mature, fort, comme le dieu de la mythologie grecque, qui porte le poids du monde sur les épaules. Construit au chantier de la Seine, détruit en 1944 par les Allemands, il sera reconstruit à l'identique en 1945. Intervenant sur l'arrière des constructions avant la mise à l'eau, pour mise en place des hélices et étambeaux, il permettait entre autres l'installation des chaudières dans le ventre du navire une fois à quai. Mais son rayon d'action ne s'arrête pas là, et cela parfois de façon inattendue. C'est ainsi que le 17 mai 1917, lors des premiers essais du pont-levis, un défaut de fonctionnement empêcha ce dernier de se lever. Plus aucune embarcation ne pouvait sortir du port. On appela l'Atlas à la rescousse pour soulever un à un chaque bateau prisonnier à l'intérieur du port pour les déposer de l'autre côté du pont, à la grande joie des bateaux. Alors le laborieux n'était pas bien gros. 19 mètres 50 et 1 mètre 50 sur 3 mètres 50. Il ne pouvait pas concurrencer les remorqueurs de haute mer, mais quel travailleur! Tel une fourmi, il était pièce maîtresse lors des lancements de navires. Il transportait du personnel à travers la rade, remorquait des chalands, accompagnait l'Atlas, etc. À la fermeture des chantiers navals en 89, il était destiné à la ferraille. Mais comme d'autres matériels de l'entreprise, quelques anciens l'ont sauvé, ils l'ont hissé sur la cale de la Lâche au bord du musée de Baillieu où il se trouve toujours. Le laborieux a été fabriqué entièrement en fer par la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée, soit FCM. Il a été construit par les apprentis sous la surveillance des contremaîtres et des ingénieurs. Il sera lancé en 1946 et remplacera alors le remorqueur L'Utile, arrivé en fin de carrière. Il est le premier bateau des FCM sur lequel la soudure à l'arc est utilisée. Le laborieux est servi par 5 hommes d'équipage, 2 matelots, un mécanicien, un dresseur et un patron. C'est le titre donné au commandant de ce genre de bateau, en l'occurrence Jean Piana, pendant 40 années environ. La commune de la Seine l'empruntait au moment des fêtes de la ville le 14 juillet. Il a mené depuis le port de Toulon les artistes qui se produisaient sur l'estrade, située sur une barge dans la darse du port. Ainsi, Jean Piana et son équipage ont transporté Johnny Hallyday, Rika Zaraï, Isabelle Aubray, etc. Et elles sont passées où toutes ces machines et ces engins? Les ouvriers dans les chantiers navals, on regarde avec effarement la destruction de leur outil de travail. Face à eux, ils regardaient le balai incessant des pelleteuses, des bulldozers qui ramassaient et jetaient ce qui avait été leur vie durant des années. Des immenses ateliers ne restaient plus que les poutrelles d'acier, tombant une à une sur les salves des chalumeaux. Les cales de lancement étaient réduites en gravats. Les titans gisaient à terre, vaincus par les dieux de l'arme. Toute une vie. Mais comment, Pépé? Ça a fini comme ça? On a tout cassé, il n'y a plus rien? Ah, mais alors c'est pour ça votre association? Pour qu'on se souvienne. Clôturer cette histoire de la logistique des chantiers navals de la Seine sans évoquer et rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui ont donné vie à ces engins, qui ont vécu côte à côte, qui ont partagé joie, souffrance et deuil. Aujourd'hui, nous sommes certains que les anciens ont des souvenirs plein la tête quand ils entendent les mots Atlas, Titan, Mafie, ces engins indispensables à la construction des 1444 navires qui ont sillonné le monde et contribué ainsi à la gloire des chantiers navals, de ces travailleurs et de notre belle ville de la Seine. C'est pour ne pas oublier que le Centre de ressources pour la construction navale a édité cette brochure. E tu, mon village, secoli per secoli, bastit de sang e de cardones, secoli
per secoli noi volets cantar cigales nostre blasó és així vede la tramuntana nos farà pas partir.